C'est la grande période des résultats du baccalauréat qui vont tomber prochainement, puisque le bac vient d'être passé. Il y a les examens, les concours, Parcoursup. Chacun va pouvoir savoir bientôt, on l'espère en tous les cas, ce qu'il va pouvoir faire l'année prochaine. Eh bien, c'est avec la ministre de l'Enseignement supérieur que nous sommes ce matin et de la Recherche, Madame Frédérique Vidal. Bonjour Frédérique Vidal. Bonjour. Bienvenue dans les locaux. Alors avant de parler de votre champ d'action, on va dire, c'est comme ça qu'on dit, il y a eu un accord important cette nuit à propos des migrants, un accord européen. Les meubles ont été sauvés, si je puis dire. Vous êtes rassuré, rasséréné? Moi, je pense que c'était très important, effectivement, qu'on aboutisse à un accord européen, parce que beaucoup prédisaient que sur ce sujet-là, chaque pays allait fixer ses propres règles. Donc, c'était vraiment l'essentiel. Il est applicable, cet accord? Oui, absolument, il est applicable. Et d'ailleurs, il correspond à ce qu'on a vu se produire ces derniers jours. Lorsque 8 pays décident de se répartir les migrants, on est tout à fait dans le cadre de cet accord. Dans ces cas-là, la politique intérieure reprend vite ses droits. Nicolas Bay, qui est député européen pour le Rassemblement national, dit « c'est Emmanuel Macron qui est le grand perdant ». De toutes les façons, c'est difficile de demander au Rassemblement national de reconnaître tout ce que fait ce gouvernement. Non, pas du tout. Au contraire, c'est une vraie position qui était portée à la fois par le président Macron et par la chancelière Merkel. Et donc, c'était important qu'on aboutisse. Vous comprenez l'inquiétude, l'espèce d'anxiété même qu'il y a dans les populations, en France, mais pas qu'en France, à propos de cette question? Alors évidemment, on comprend toujours l'inquiétude. Il faut aussi regarder la réalité de ce que sont les phénomènes migratoires. On avait plus d'1 million de migrants sur l'année 2015. Aujourd'hui, les chiffres sont bien plus faibles. Je crois que ça traduit aussi un véritable travail qui a été fait sur cette dernière année de partenariat avec les pays de transit et avec les pays d'origine. Alors, le bac, ça y est, les épreuves ont été passées. Les épreuves sont passées, oui. Le bac vit ces dernières années, dans sa formule actuelle? Absolument, dans sa formule actuelle, c'est les dernières années. Donc, les discussions sont en cours au ministère de l'Éducation nationale pour une implémentation du bac nouvelle formule. 2020 2021. 2021. C'est quoi l'objectif? C'est de le rendre moins anxiogène? C'est de le rendre plus réaliste en prenant en compte le contrôle continu? C'est quoi? Je pense que c'est à la fois le rénover et puis le remuscler et le rendre effectivement plus en adéquation avec ce qu'est aujourd'hui la réalité du lycée et la réalité de l'enseignement supérieur. Donc effectivement une plus forte prise en compte de la régularité du travail, on sort du bachotage. Oui, voilà. On s'aligne sur nos voisins à l'étranger, voisins ou pas d'ailleurs. Il n'y a pas forcément cette notion d'alignement. Il y a la notion de prendre en compte la progression de l'élève. Il y a la notion aussi d'avoir plus de souplesse dans les différentes formations. On est habitué à avoir des silos et on voit bien que le monde d'aujourd'hui demande à ce que les silos soient un peu moins étanches que ce qu'ils ont pu être. Et ça sera plus facile aussi, non? Moi, je me souviens quand j'ai passé le bac... Alors, on a toujours une forme de nostalgie avec son propre bac. Il y en avait 1 sur 2 qui avait le bac. Non, mais je vous assure que les jeunes aujourd'hui sont aussi très stressés à l'idée de passer le bac et je pense que ça continuera. Le bac, c'est une forme d'institution nationale. Absolument, il y a un très fort symbolisme. Tel qu'il a été conçu, le nouveau bac, il vous convient et est-ce que vous étiez en accord avec le ministre de l'Éducation nationale là-dessus? Bien sûr, absolument. C'est le premier examen universitaire, les gens ne le savent pas. Absolument, et bien sûr, c'est quelque chose qui a été travaillé entre les deux ministères de manière très approfondie. Ça nous permet aussi de mettre en place tout le volet orientation de la loi orientation réussite des étudiants, avec une meilleure orientation qui va démarrer dès la seconde. Alors, vous parliez d'orientation, il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé sur cette orientation. L'année dernière, il y avait un système qui s'appelait APB, il y avait du tirage au sort, il y a eu des pleurs, des cris, des colères. Là, vous avez mis un système en place qui s'appelle Parcoursup. Ça marche, Parcoursup? Oui, ça marche et d'ailleurs les il n'y a plus de tirage au sort.
Il n'y a plus de tirage au sort du tout. Le dernier mot est donné aux lycéens ou à la personne qui veut s'inscrire dans l'enseignement supérieur. Ouais. Ça, c'est très important. Il n'y a plus aucune contrainte dans les choix. Et d'ailleurs, ça nous permet de voir pour la première fois quels sont les choix véritables des lycéens. Dans l'ancien système, il y avait tout un tas de contraintes. On était obligé de mettre une pastille verte. Il y avait la préférence académique. Il y avait au moins 6 vœux. Enfin, tout un tas de contraintes qui n'existent plus dans le nouveau système. Alors néanmoins, on regarde les chiffres. Il y a 2 jours, les agences donnaient encore 170 000 étudiants, élèves qui n'avaient pas d'affectation. APB, au même moment, eh bien, l'année dernière, c'était 110 000. Alors on se dit, Parcoursup marche moins bien. Non, d'abord, les deux systèmes ne sont absolument pas comparables, donc comparer les chiffres, ça n'a pas de sens. L'an dernier, à la même époque, il y avait 80% des candidats qui avaient reçu une proposition et une seule et qui devaient se déterminer en répondant oui ou non. Cette année, c'est le même ordre de grandeur, 80% des candidats, mais qui ont reçu en moyenne 3 propositions. C'est un système qui est dynamique. On a aujourd'hui... C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas le choix, là, ils ont le choix. En fait, c'est ça. Avant, il y avait une proposition qui était faite, on répondait oui ou non, on attendait 3 semaines et il arrivait une autre proposition. Là, c'est un système qui est dynamique, plus ouvert, qui ne se compare pas. Oui. D'accord. Les élèves ont joué le jeu avec des lettres de motivation. Les élèves ont extrêmement bien joué le jeu et je dois saluer d'ailleurs les professeurs principaux, puisque une des premières mesures, ça a été de doubler le nombre de professeurs principaux, justement pour mieux les accompagner. Ils ont totalement compris le système. 170 000, vous confirmez le chiffre? Non, ça bouge tous les jours. Hein, donc aujourd'hui, on est de mémoire quelque chose comme 124 000 candidats qui n'ont que des propositions en attente. Et puis ensuite, on a les candidats qui n'ont eu que des noms, qui ont demandé que des filières sélectives, mais qui sont déjà traités par les rectorats, de manière à ce qu'on n'attende pas la rentrée universitaire pour s'en occuper. Tout le monde sera casé quand? L'objectif, c'est qu'à la rentrée, chacun ait pu trouver une place dans l'enseignement supérieur. Il y a des jeunes qui vont, si vous me permettez l'expression, flipper pendant tout l'été, alors? Non, en fait, la première phase, qui était une phase pré-bac, si je puis dire, s'est déroulée même mieux que ce que nous attendions. Il faut savoir que l'an dernier, 64% seulement des lycéens avaient accepté la proposition faite par la plateforme. Cette année, on est comme je vous le disais, sur les bacheliers, à plus de 83% et sur les bacheliers généraux à plus de 92% qui ont eu un des choix qu'ils ont fait au départ. Et puis là, on a tous les résultats des concours qui ne sont pas sur Parcoursup qui arrivent, les concours d'infirmiers, de Sciences Po. Autant de personnes qui pourraient, autant de personnes qui peuvent faire le choix finalement de préférer d'aller dans les écoles d'infirmiers ou les IEP et donc de se désinscrire. Et c'est donc autant de places, c'est plusieurs milliers de places tous les jours qui sont libérées et qui sont proposées. Vous suivez ça de très près, vous avez... On a les indicateurs qui sont mis à jour tous les matins, oui. Jean-Christophe Lagarde, qui est le patron de l'UDI et qui est un élu de la banlieue parisienne, nous fait part de cette crainte, ce grief. Pourquoi, quand vous voulez faire du turc, vous pouvez venir de banlieue ou de province, à Paris donc, mais quand vous voulez faire du droit, vous êtes 7 fois moins nombreux à avoir le droit de le faire à Paris. En gros, il dit, eh ben, il y a de la discrimination, quoi. C'est vrai. Alors d'abord, je suis ravie que M. Lagarde s'intéresse à Parcoursup. C'est vrai qu'on ne le voit pas souvent sur ce terrain-là. Et donne son opinion sur ce sujet. Ce qu'il faut voir, hein, c'est que l'année dernière, sur les filières en tension, comme le droit qu'il prend en exemple, c'était 0% de mobilité possible. Et cette année, nous avons autorisé une mobilité, alors que pour le moment, nous avons fixé à quelques pourcents, parce qu'évidemment, il faut aussi que les jeunes qui passent leur bac à Paris puissent trouver des formations à Paris. C'est combien le pourcentage que vous avez admis? En fait, c'est extrêmement variable et ça a été fait gré à gré, si je puis dire, entre les recteurs et les présidents d'université. Mais le chiffre global, c'est que l'année dernière, moins d'un jeune sur 5 de Versailles ou de Créteil était inscrit dans une formation Paris Intramuros, si je puis dire. Et cette année, on en est déjà à plus d'un tiers. Et par exemple, moi, je suis Marseillais. J'ai mon bac, j'ai pas de mention. Je veux faire du droit, mais je veux faire du droit à Paris. J'ai une chance? Il faut, alors qu'il y a des facs de droit à Marseille. Alors, c'était bien précisé qu'évidemment, il y avait un conseil de candidater sur les facs de droit d'Aix-Marseille Université, mais on pouvait tenter sa chance sur Paris, absolument. Oui, avec peu de chance quand même. Hein. C'est-à-dire avec toujours plus de chance que 0% comme l'an dernier. Ok. L'université, elle va pouvoir accueillir
infiniment comme ça toujours plus d'élèves? Alors là, on est en train en fait de vivre une vague démographique qui était prévisible, Ouais. puisque ce sont les naissances qui ont entouré le changement et de siècles et de millénaires. Donc le problème, c'est que l'anticipation n'a pas été faite. Et ce que souhaite le gouvernement, c'est de ne pas reproduire cette erreur de défaut d'anticipation. Ouais. C'est pour ça qu'on a déjà ouvert 20 000 places supplémentaires pour la rentrée dans les filières dont on sait que ce sont les plus demandées. Lesquels? C'est STAPS, droit, STAPS, etc. STAPS, et puis, éducation physique. voilà. Et comme on s'y est engagé, on va faire un bilan au moment du baccalauréat dans les jours qui viennent, de manière à voir où est-ce qu'on ouvre encore des places supplémentaires, de manière à ce que tout le monde puisse être accueilli dans l'enseignement supérieur. C'est un engagement qu'on a pris au moment de la présentation du plan étudiant. Ouais. Une première partie de place que l'on pouvait anticiper, et ça a déjà été fait, et puis une deuxième partie que l'on va mettre au bon endroit, si je puis dire, parce que dans l'enseignement supérieur, il reste des places. Hein, il y aura de l'emploi pour tous ces gens-là. C'est pour ça... Eh bien, c'est à la mode, enfin c'est pas à la mode, c'est d'actualité. On dit il faut renforcer l'apprentissage, c'est le discours du ministre de l'Éducation nationale aussi. Mais il faut les formations courtes, tout ça. Bien sûr. Mais tout le monde ne peut pas être doctorant ou agrégé. Non, bien sûr que non. Mais ingénieur. D'abord, je crois qu'il faut savoir que les universités ont bien changé, là aussi par rapport à l'image qu'on en a. Et elles offrent de plus en plus de licences professionnelles qui donc permettent d'accéder à l'emploi après un cycle court. Les places sont rajoutées bien sûr aussi sur les filières traditionnelles professionnalisantes. C'est presque 4000 qui ont été rajoutées en BTS et c'est ce qu'on regarde. Hein. Où est-ce qu'on met les places par rapport aux filières les plus attractives ? Au regard de ce que vous avez vu, je ne sais pas si vous avez consulté les dossiers de Parcoursup, là vous n'avez pas le temps, mais moi j'ai un bac pro, je veux faire des études de médecine. C'est définitivement plus possible aujourd'hui ? Non, pas du tout. Et c'est même tout l'objet de la loi, mais simplement, ceux qui ont fait des formations avant le bac, qui ne correspondent pas exactement aux attendus des formations post-bac, eh bien c'est pour ça qu'on propose ces fameux dispositifs qu'on a appelés WICI, qui sont des dispositifs WICI, et qui sont donc des dispositifs qui font que si le jeune l'accepte, il aura plus d'accompagnement, il aura de la préparation, de manière à ce qu'il ait toutes ses chances de réussir. Le vrai sujet qu'on essaye de traiter, c'est que sur la première année à l'université, 30% réussissent, 30% échouent, 30% abandonnent. Et donc il faut qu'on s'occupe de ceux qui échouent, de ceux qui abandonnent, d'où cette idée d'avoir des parcours personnalisés. D'accord. Vous avez renoncé, c'est plus peut-être de la compétence du ministre de l'Éducation nationale, à changer les sections de bac général et technique. Alors effectivement, ça c'est de la compétence de Jean-Michel Blanquer, oui. Mais il a renoncé finalement. Il y a toujours ES. Il y aura toujours, en fonction des choix, effectivement, une forme de spécialisation par rapport aux choix qui auront été faits. On est avec Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur. On a beaucoup parlé du bac, de Parcoursup, de la formation. Et c'est avec Jean-Baptiste Sémerjian qu'on va poser vos questions, chers internautes. Bonjour Yves. Bonjour. Bonjour Frédérique Vidal. Une première question de Laura, et il y a aussi Stéphane qui ajoute sa voix. Vous demande si c'est vrai que les écoles auront bientôt le grade de licence, avec un projet de loi ou alors un arrêté licence. Non, alors c'est... École privée ou partenariat? Oui, c'est une ambiguïté qui était prévue, qui était dans le texte d'arrêté de licence et qui a été relevée. En fait, on avait indiqué les établissements d'enseignement supérieur parce que vous savez que depuis les regroupements de la loi de 2013, on a les universités et puis on a les communautés d'universités et d'établissements. Ouais. Et donc, on avait été un peu vite en écrivant établissement d'enseignement supérieur. Le grade de licence est un grade universitaire et le restera. D'accord. Le collectif des travailleurs précaires de l'enseignement supérieur et de la recherche de Lille, qui vous suit beaucoup, il s'étonne parce que les doctorants contractuels payent une contribution à l'université. Alors ils disent 481 €. Et en même temps, ils sont rémunérés par l'université. C'est pas un peu paradoxal? Alors, ce qui est prévu, c'est que les doctorants, comme l'ensemble des étudiants, payent une contribution vie étudiante et campus, parce que ça leur permettra de bénéficier notamment de tous les centres de santé et puis de toutes les activités sportives et culturelles proposées par l'université. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose de nouveau. Mais je rappelle que la cotisation sécurité sociale
la cotisation étudiante sécurité sociale disparaît dans le même temps. Et donc, c'est 90 € de cotisation vie étudiante contre 217 € de cotisation sécurité sociale. €. Alors après, ça, je ne sais pas. D'accord. Inès, avez-vous des projets pour valoriser le patrimoine culturel des universités, vous demande-t-elle? Par exemple, récemment, Banksy, le graffeur mondialement connu, a graffé sur la Sorbonne. Et il y a eu, ça a été protégé par une vitre. Alors effectivement, le patrimoine des universités, c'est un sujet sur lequel on a travaillé. D'abord, la valorisation de leur patrimoine est inscrite maintenant comme une de leurs missions. Donc elles sont effectivement en capacité de valoriser ce patrimoine culturel qui en général est exceptionnel à Paris, mais dans toute la France, les sites universitaires, beaucoup moins à Nanterre, hein. Pour certains, sont magnifiques. Peut-être moins à Nanterre, mais le campus de Nanterre n'est pas un campus désagréable quand on voit à quel point il est plébiscité par les étudiants. C'est vrai. Lola vous demande ce que vous faites pour le logement des étudiants. C'est une question assez large, mais par exemple, on a vu que les APL avaient été baissés et pas de revalorisation pour l'année prochaine. Alors pour le logement étudiant, il y a tout d'abord une nouveauté qui était extrêmement demandée par les étudiants. C'est la caution locative gratuite pour l'ensemble des étudiants. Et ça, c'était effectivement, ça permet à tout le monde. Eh bien, en fait, ça signifie qu'on peut maintenant louer un logement quand on est étudiant, et il y a une garantie pour le propriétaire, qui est apporté par qui ? Qui est apporté par l'université ? Non, c'est le Crous, Action. Un organisme. Action Logement, voilà, j'avais perdu le nom, et qui donc maintenant est applicable à l'ensemble des étudiants. Donc on n'est plus obligé d'avoir une caution de ses parents, et c'est une caution qui est garantie pour les propriétaires, donc ça aide pour se loger. Et la deuxième chose, c'est que dans le plan 80 000 logements, 60 000 logements sont spécifiquement réservés pour les étudiants. D'accord. Une dernière question très pragmatique de Emmancelin, je pense qu'elle s'appelle Emmanuel. Elle explique qu'elle ne peut pas candidater à un master car c'est trop tard, selon elle c'est mi-mai, mi-juin. Et ce qui est embêtant pour elle, c'est que comme elle est étudiante étrangère, elle n'a ses résultats que maintenant. Ah, alors ça, c'est vraiment une incompréhension parce qu'effectivement, tout le monde pré-candidate sur les masters, les dossiers sont retenus et les inscriptions sont formellement faites lorsque les diplômes sont validés. Et c'est le cas pour les étudiants français aussi. Hein. Les diplômes de licence viennent d'être validés il y a quelques jours. Et donc, c'est ce qui confirme l'inscription en master. Donc, dans tous les cas, pour se pré-inscrire en master, il faut bien faire attention aux dates et ça démarre très tôt, effectivement. Ça y est, c'est admis maintenant la sélection pour l'entrée en master ? La sélection pour l'entrée en master, oui, elle avait fait l'objet d'un consensus, donc je crois que les choses se sont mises en place l'année dernière et continuent à se mettre en place. Le droit à la poursuite d'études, c'est pas forcément un droit à la poursuite d'études immédiat, et ça nous ramène d'ailleurs à un sujet globalement qui nous intéresse, qui est comment on peut se former tout au long de la vie et comment en France on peut avoir un premier diplôme, faire autre chose et puis retourner à l'université pour continuer à se former. On y est très attaché. Il y a de plus en plus de personnes d'âge mûr dans les universités aujourd'hui, oui, comme étudiants, j'entends. On voit absolument, on voit revenir des personnes qui ne sont pas forcément des néo-bacheliers sur les bancs des universités. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce que lorsque l'on travaille avec des groupes qui sont mixtes comme ça, il y a une maturité qui est apportée par certaines personnes et qui participent à la cohésion du groupe. Nous étions avec Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci, madame, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Jean-Baptiste Sémerjian, que vous êtes fait l'interlocuteur des internautes. Et puis, bon, à lundi pour de nouvelles aventures. Et on salue Guillemette de Fromont, dont c'est la dernière en coulisses, qui a toujours été en coulisses, et dont c'est la dernière aujourd'hui. À lundi!